la police est venue avec une rafle, est venue nous chercher et nous a amenés avec un autobus dans les camps des Milles où on a tout de suite enlevé nos papiers. Un jour, on nous a dit « Vous descendez tous dans la grande cour et vous laissez tous vos affaires dans la salle en haut. » À ce moment-là, un train de 5 wagons s'est avancé juste en face du camp. Les rails des chemins de fer étaient juste en face. Et on a commencé à appeler les gens. Dans ma mémoire, restent toujours les wagons avec les gens qu'on jetait presque à l'intérieur parce qu'ils ne pouvaient pas monter. Pour les personnes plus âgées, les wagons, il n'y a pas d'escalier, il n'y avait pas de marche, rien du tout. Il fallait les hisser là-dedans. On avait tellement peur que quand on a commencé à embarquer les gens aux Milles, des gens, des femmes surtout, se sont jetés du deuxième étage du bâtiment par terre, préféraient mourir plutôt que d'être embarqués dans les wagons. En 1942, plus de 2000 hommes, femmes et enfants juifs ont été déportés du camp des Milles et ont été assassinés à Auschwitz. C'est l'aboutissement d'un engrenage terrible, commencé 3 années plus tôt, qui avait vu l'internement d'environ 10 000 personnes dans ce camp. Rien ne prédestinait la Tuilerie des Milles à devenir un camp d'internement. C'était une fabrique de tuiles fermée à cause de la récession économique. Quand la guerre est déclarée, en septembre 1939, le gouvernement français décide d'arrêter tous les sujets ennemis vivant en France. À l'origine, le camp des Milles a donc été ouvert pour enfermer des Allemands et des Autrichiens. La plupart sont en fait des antifascistes, opposants à Hitler. Parmi eux se trouvent des scientifiques, des écrivains, des hommes politiques, des artistes célèbres comme Max Ernst, des journalistes. Ils ont su résister à leur manière et conserver leur dignité par la création de centaines d'œuvres d'art. La deuxième période du camp commence en juillet 1940 avec la défaite de la France. Le pays est coupé en deux, une zone occupée et une zone non occupée dirigée par le gouvernement de Vichy. Pour ceux qui fuient les nazis, Marseille devient le port du dernier espoir. C'est de là que partent les paquebots pour les États-Unis. Les réfugiés affluent de toutes parts. Mais pour l'administration de Vichy, ce sont souvent des indésirables qu'il faut arrêter et enfermer ou expulser. Le camp des Milles devient aussi un camp de transit. Il y avait de tout, hein. Il y avait des gens, il y avait des Tchèques, il y avait des Polonais, il y avait des Allemands, des Autrichiens, des Hollandais. Le Mill had many hundreds and hundreds of people who were in very, very cramped quarters with no comfort whatsoever, with inadequate food. Objectively, I would say the conditions were terrible. Malgré les conditions de vie de plus en plus dures, il restait aux internés l'espoir de pouvoir, un jour, quitter le pays. I did not feel the danger. I was full of hope for the future. Here America, here we come, half a year we'll be there and have this wonderful life. Le gouvernement de Vichy accepte de livrer aux nazis tous les juifs considérés comme étrangers dans la zone non occupée. Les internés aux Milles sont parmi les premiers visés. Le camp des Milles devient un rouage de la machine de mort nazie. Raymond Raoul Lambert, directeur de l'Union générale des Israélites de France, mort en déportation avec sa femme et ses 4 enfants, était témoin du premier départ. Il écrit dans son journal. Les appels des déportés commencent dans la cour sous le soleil cruel. Sur des valises, des femmes pleurent et des hommes hébétés attendent. 2 réfugiés viennent de s'ouvrir les veines pour échapper à leur tragique destin. Pensez, ils partiront quand même.
J'ai honte de notre impuissance. Des humains qui n'ont commis aucun crime, parce qu'ils sont juifs, sont livrés par mon pays qui leur avait promis asile à ceux qui seront leurs bourreaux. Pendant 1 mois, les déportations se succèdent. Les enfants, à partir de l'âge d'1 an, sont finalement déportés avec leurs parents. Les Allemands ne l'avaient pas demandé, c'est le gouvernement de Vichy qui l'a proposé. Que s'est-il passé ? Comment a-t-il été possible de devenir complice de la Shoah ? Que faut-il comprendre pour empêcher de tels crimes de se produire de nouveau ? Pour tenter de répondre à ces questions, l'exposition que vous allez voir est en 3 parties. Une première partie pour savoir, pour découvrir l'histoire du camp d'Émile et de son époque. Ainsi, l'évocation de la montée des périls en Europe, entre 1919 et 1939, précède une présentation de l'histoire collective du camp, illustrée par des destins individuels pris dans cette tourmente. Des espaces complémentaires permettent d'approfondir l'histoire de Vichy, des camps d'internement et de la Shoah, et de découvrir les œuvres d'art réalisées pendant les 2 premières périodes du camp. Ensuite, une visite sur 3 niveaux des lieux d'internement préservés pour se représenter ce que les internés ont vécu. Plusieurs points forts sont proposés, comme les lieux où dormaient les internés, où certains se cachaient et ont pu être sauvés, ou encore des dessins et peintures laissés sur les murs par les internés. Témoignages fragiles, soigneusement mis au jour par des archéologues. Enfin, une 3e section présente des analyses scientifiques et des expériences qui permettent de mieux comprendre comment des fonctionnements humains peuvent aboutir à des génocides et comment mieux les prévenir ou y résister. Cette partie inédite dans un lieu de mémoire propose un temps de réflexion et d'implication personnelle. C'est le volet réflexif du mémorial. Vous aurez l'occasion d'explorer vous-même les grandes questions sur le sujet. Quelles sont les étapes et les mécanismes qui peuvent conduire au génocide ? Quels sont les signes de danger ? Comment peut-on devenir un bourreau ou un complice ? That is incorrect. This will be at 3:30. Et au contraire, comment peut-on résister aux engrenages dangereux ? Quels sont les gestes d'aide et de sauvetage à la portée de chacun ? Après les 3 volets du parcours, historique, mémoriel et réflexif, la visite se poursuit par l'exposition nationale de Serge Klarsfeld sur les 11 000 enfants juifs déportés de France. Vous y verrez une collection exceptionnelle de documents rares. Puis vous accéderez aux espaces extérieurs du camp et au réfectoire des gardiens, ornés de grandes peintures murales réalisées par les internés. Enfin, vous emprunterez le chemin des déportés, le même qu'empruntaient les internés d'Émile vers les convois de déportation. Un wagon du souvenir marque les lieux mêmes des départs vers Auschwitz. À quoi sert la mémoire ? Pourquoi revenir sur les souffrances du passé ? Qu'est-ce que cela peut changer ? Le mémorial que vous allez visiter est un lieu de souvenir, mais c'est aussi un lieu pour parler d'aujourd'hui et de nous-mêmes face à l'autre. Les génocides ne sont pas une fatalité, mais il faut comprendre pour pouvoir agir. Face à la montée des intolérances dans le monde actuel, ce mémorial repose ainsi sur un pari nécessaire, le pari que l'homme peut apprendre de son passé. Pour que chacun d'entre nous soit vigilant et sache réagir à temps. Car ne rien faire, c'est laisser faire.
L'ouverture du site mémorial du Camp des Milles est l'aboutissement d'une longue histoire de la mémoire. C'est d'abord l'histoire d'une quarantaine d'années d'oubli, d'ignorance, d'occultation, de gêne dans notre pays face à une histoire douloureuse qu'il est difficile de regarder en face. L'histoire aussi d'une trentaine d'années à partir de 1982, où d'anciens internés, d'anciens résistants, d'anciens déportés, et puis la génération suivante, ont cherché à faire émerger cette mémoire, à comprendre ce qui s'était passé et aussi à se donner quelques outils pour comprendre ce qui pourrait, hélas, encore se passer. Nous avons réalisé que le Camp des Milles était le seul grand camp français d'internement et de déportation encore intact et que l'on pouvait ouvrir au public, et l'un des très rares en Europe. Et nous avons donc compris la responsabilité qui était la nôtre, responsabilité morale, responsabilité historique, mais aussi responsabilité, et d'abord responsabilité éducative, car ce lieu devient un lieu témoin, un lieu qui est d'autant plus important que les vrais témoins disparaissent. Et nous savons que les victimes souhaitaient que l'on se souvienne de cette histoire et de leur histoire, non pas pour elles-mêmes, mais pour que cette histoire puisse éclairer le présent et l'avenir, et en particulier les jeunes générations. Et c'est la raison pour laquelle dans ce lieu sont présentés les mécanismes qui ont conduit au pire et qui peuvent aujourd'hui encore conduire au pire. Les crispations identitaires, nous les voyons autour de nous. Les racismes, l'antisémitisme, les peurs, les haines parfois, les mécanismes permanents qui font qu'on écarte mentalement certaines personnes, certaines populations, avant peut-être de les exclure physiquement et institutionnellement. Les mécanismes permanents qui font que l'on est conduit au racisme et à l'antisémitisme parfois, et les mécanismes aussi qui permettent de réagir contre cela, de résister contre ces dérives dont on voit bien ici jusqu'où elles peuvent mener. Comment peut-on passer d'une vie normale à des actions de bourreaux ou de complices, ou tout simplement à une passivité qui, en définitive, est aussi une responsabilité face au pire. Tout ça, nous essaierons de le présenter, de l'expliciter à travers des clés de compréhension scientifiques dont les visiteurs se saisiront pour, lorsqu'ils seront sortis de ce lieu, les appliquer dans leur vie pour être vigilants, pour réagir si c'est nécessaire, bref, pour être plus hommes aujourd'hui et demain.